Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence. Je suis Brahim Azaoui, maître de conférence en didactique des langues à la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier, et je suis ravi de vous accueillir à cette conférence du printemps de la recherche en éducation. L'enjeu de cette manifestation est de promouvoir la place des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants et des personnels d'éducation, que ce soit en formation initiale ou continue. Le thème choisi par le réseau des INSPE pour cette 8e édition est celui de l'histoire et de l'épistémologie des disciplines. Pardon. Cette thématique est traitée au cours de différents cycles de conférences du point de vue d'une diversité de disciplines de recherche en éducation, la didactique des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, de l'éducation physique et sportive, des sciences expérimentales, de l'éducation à la durabilité du point de vue de la psychologie de la philosophie et des langues vivantes, qui sera le thème d'aujourd'hui. J'assurerai la fonction de modérateur. Au cours de la conférence, vous allez pouvoir poser des questions en cliquant en bas à droite de votre écran sur l'icône questions. Et je ferai ensuite une synthèse de ces questions pour les poser au conférencier à la fin de sa présentation. Donc, parlons du conférencier. J'ai le plaisir de vous présenter l'intervenant de ce jour, Daniel Georges Véronique, que j'ai eu la chance d'avoir comme collègue au sein du laboratoire Parole et Langage à Aix-en-Provence lorsque j'étais moi-même en poste de maître de conférence à l'INSPEDEX. Daniel Véronique, pour le présenter de manière assez synthétique, si l'on peut, est linguiste et didacticien du français langue étrangère. Il est spécialiste du contact des langues, du créole et de l'acquisition des langues. Il nous propose une conférence aujourd'hui qui s'intitule « L'enseignement-apprentissage implicite et explicite des langues vivantes étrangères » sur le rapport entre recherche linguistique et cognitive et didactique des langues. Je lui laisse à présent la parole pour une intervention d'environ 40 minutes. Suite à sa conférence, nous prendrons un peu de temps de discussion qui se nourrira, comme je l'ai dit, des questions que vous aurez posées. À toi, Daniel, je te laisse la parole pour ces 40 minutes environ. Merci. Merci, Ibrahim, pour cette présentation. Donc, j'ajouterai à la présentation d'Ibrahim, je vous dis bonjour, bien sûr, et j'ajouterai à la présentation d'Ibrahim que je suis aussi didacticien du français langue étrangère. C'est une activité que j'ai pas mal pratiquée. Donc, dans le cadre de ce qui a été présenté à l'instant, de ce printemps de la recherche, je ferai donc une intervention en didactique des langues vivantes étrangères, et mon propos sera d'organiser une réflexion historique et didactique autour de la question de l'implicite et de l'explicite, qui est une question qui a beaucoup occupé, évidemment, la réflexion didactique. Voici le plan de mon intervention. Donc, les trois grands points que je voudrais aborder sont en fait trois moments de transposition didactique un petit peu différents. Le premier moment concerne plutôt la didactique de l'oral, et les deux autres moments sont plus contemporaines et sont liés à l'apparition des recherches sur l'acquisition des langues étrangères et sur l'impact, l'influence de ces recherches en matière de didactique, de réflexion didactique. Et je comparerai, c'est une dimension intéressante évidemment, et je comparerai en même temps certains travaux de langue anglaise et des travaux de langue française. Donc mon propos en fait est donc d'essayer d'évoquer ces rapports entre sciences du langage et psychologie dans les travaux didactiques, et j'essaierai de montrer qu'en vérité, ces rapports sont très complexes. Alors, pour illustrer la notion qui nous occupe, c'est-à-dire la notion d'implicite et d'explicite, je rappellerai simplement que dans l'enseignement des langues vivantes étrangères, alors il est difficile de donner une date de départ, mais on peut dire autour du XIVe, XVe siècle, certainement un petit peu, peut-être pour le français en Angleterre, un peu autour du XIVe siècle. On a très tôt, dans le fond, et bien sûr bien avant pour ce qui est du latin, cette question de la modalité implicite, la modalité explicite a été très vite très présent, puisque pour l'implicite, on s'en remettait dès cette période et même avant, bien sûr, à la pratique des colloques, des dialogues, des manières de langage, à des précepteurs, voire à des voyages. Et pour ce qui est de l'explicite, le modèle latin, à travers Priscien et Donat, incitait à utiliser des règles de grammaire, à apprendre des règles de grammaire, voire à développer des analyses grammaticales, au sens presque moderne du terme.
je dirais tout le long de, je ne vais pas m'attarder sur cette partie historique, mais simplement je dirais que tout le long de la période de l'enseignement des langues, on s'est beaucoup posé la question de savoir s'il fallait apprendre des règles de grammaire, s'il fallait traduire. Ça a été le cas surtout au XVIIIe siècle et au XIXe siècle en Allemagne, au début du XIXe siècle. Puis ensuite est arrivé ce grand mouvement de la réforme de l'enseignement des langues à la fin du XXe siècle, qui a en quelque sorte, à la fin du XIXe siècle, pardon, qui a introduit de façon assez forte la réflexion sur l'enseignement de façon implicite ou explicite. Alors le parcours historique que je vais faire donc va consister à vous présenter 3 moments ou 3 exemples de ce que j'appellerais 3 exemples de transposition. Dans un cas, il s'agit de la question de l'enseignement de l'oral et autour de l'idée de la place à réserver à l'implicite à travers une notion célèbre en didactique, qui est celle d'exercices structuraux. Je voudrais montrer ensuite comment, à partir des années 70 du siècle dernier, donc à partir de 1965-70, les travaux sur l'acquisition des langues ont pu changer assez fortement la conceptualisation que l'on avait de l'enseignement des langues vivantes, les types de pratiques pédagogiques que l'on pouvait mettre en place. Et je dirais les 2 derniers thèmes que j'aborderai tournent autour de ces questions, effectivement. Voilà. Alors, pour ce qui est de ce que je voudrais vous montrer, c'est comment, dans le fond, des disciplines savantes que je vais convoquer, c'est-à-dire les sciences du langage, la psychologie, ou en tout cas des pratiques psychologiques, ont façonné des méthodes d'enseignement, ont légitimé des postures, ont modifié des conceptualisations. Donc, dans le fond, si on veut, ce sont 3 façons en quelque sorte, de décliner la notion que nous devons à Chevalard de transposition didactique. Dans le fond, la transposition didactique est un processus assez compliqué, comme cela apparaîtra dans ce que j'aurai à dire. Donc, je peux résumer ce que je vais vous raconter dans les minutes qui viennent de la façon suivante. Autour de Palmer et de la méthodologie orale, audio-orale, on pourra discuter de l'importance des exercices structuraux dans l'enseignement, apprentissage implicite des langues vivantes. Et ensuite, nous verrons comment les recherches linguistiques et cognitives sur l'acquisition des langues, la RAL, donc, qui n'est pas un terme très élégant, a pu modifier le regard porté sur l'apprenant, sur ses connaissances implicites et explicites, et a pu même conduire à modifier les types de pratiques pédagogiques. Ça sera la 3e partie de mon intervention. Donc, j'en viens à la première partie de ce que j'ai à vous raconter, c'est-à-dire la question des exercices structuraux qui sont des exercices qui ont beaucoup influencé la pédagogie des langues vivantes étrangères, mais aussi, dans les années 70, la pédagogie du français de langue maternelle, ce qui était un peu étrange dans le fond. Alors, cette pratique étant sans doute très ancienne, comme on le verra, très ancienne au 19e siècle, mais c'est surtout Harold Palmer, qui est pédagogue anglais, donc, qui a pu les systématiser, et je m'attarderai un peu longuement sur Palmer, puis ensuite j'essaierai de montrer comment cette pratique a été reprise par les méthodologues américains de la méthode audio-orale, méthode qui a eu une importance certaine aux États-Unis entre 1941 et 1965, qui s'est également répandue, je dirais, en Europe, même si en France, par exemple, nous avons connu plutôt une variante de la méthodologie audio-orale à travers les méthodes SGAF. Bon, donc je vous présenterai successivement les idées de Palmer sur l'apprentissage des langues, ces idées en matière de psychologie, enfin la psychologie auquel il faisait référence, et aussi ses idées didactiques. Alors, Palmer sur l'apprentissage des langues, dans le fond, sa thèse essentielle, c'est que nous avons une compétence à apprendre des langues étrangères et que ces langues étrangères peuvent être restimulées, en quelque sorte,
si nous offrons les bons conditionnements. Et il fait une distinction qui est une distinction qui apparaîtra souvent, je dirais, en linguistique et aussi en psychologie de l'apprentissage, qui est l'idée qu'il y a un matériel de base, un matériau de base, même pourrait-on dire, qui est un matériau employé chez l'enfant, et un matériau secondaire qui sera apporté par l'écrit. C'est le second système de signalisation dont a pu parler Vygotsky, par exemple. Donc, en matière de psychologie, Palmer est un associationniste à une époque où, dans le fond, la psychologie de l'apprentissage et surtout celle de Wundt, principalement celle de Wundt, donc une psychologie également, il y a d'autres psychologues, bien entendu, comme Thorndike, mais c'est l'idée que l'apprentissage, c'est un montage d'habitudes et que l'essentiel, c'est de créer des associations entre les formes à apprendre ou les comportements à acquérir et leur sens ou leur signification. Alors, Palmer est dans cette idée qu'il faut donc encourager la fusion entre signes linguistiques et référents, par exemple. En matière de pédagogie, Palmer a, je dirais, 4 thèses principales. D'une part, donc, favoriser cette fusion dont je parle, développer l'apprentissage par cœur, la caténisation, une espèce de chaînage en quelque sorte. L'idée qu'on doit avancer dans l'apprentissage d'une langue étrangère par une gradation, par une organisation systématique qu'il a lui-même mise en place. Hein, ça n'est pas simplement une vision théorique des choses. Et cette gradation doit être accompagnée de ce qu'il appelle la sémantisation, en recourant à des procédés bien connus comme la monstration, la traduction, la paraphrase et la contextualisation. Alors, Palmer a bâti véritablement une pédagogie fondée sur des exercices qui favorisent tantôt ce qu'il appelle l'assimilation non consciente et tantôt l'assimilation consciente. Il a aussi développé des drills, des exercices et des exercices de compréhension. Les drills étant des exercices qui pourraient conduire à des activités, à des réactions physiques, pourrait-on dire. Voici une petite typologie que je ne propose pas de lire dans le détail, mais si vous regardez attentivement, vous verrez que dans cette typologie que Palmer produit en 1924, c'est-à-dire il est déjà en activité comme pédagogue depuis assez longtemps, depuis 1916 au moins, donc un pédagogue confirmé. Dans ces exercices, il distingue des exercices qui sont sur la dimension audio-orale tout aussi bien que le point 7 des conversations dirigées, ce qui est assez nouveau puisqu'il faudra attendre bien longtemps en français langue étrangère pour que de telles méthodes se mettent en place. Alors, l'idée de Palmer est donc de développer, non seulement de développer les habitudes, mais de développer la fusion, la sémantisation et la caténisation. Cette typologie de Palmer des années 20 a été reprise avec très peu de modifications par la méthodologie audio-orale américaine qui apparaîtra après des efforts de guerre en 1940. Alors, le débat qui s'est instauré tout de suite, alors je dois dire que les exercices structuraux de la méthode audio-orale se sont répandus à partir des États-Unis dans la didactique des langues vivantes un peu partout dans le monde, en tout cas sur le sol européen. Et les années 60 sont des années où on est occupé à travailler sur la typologie des exercices structuraux, en pensant évidemment que ces exercices structuraux sont issus essentiellement du structuralisme linguistique américain et du behaviorisme. Et Henry Bess, dans un article assez remarquable, a pu montrer que les exercices structuraux ne sont pas la résultante de la transposition directe des structuralismes linguistiques américains et du behaviorisme, mais plutôt une reprise des exercices de Palmer. Ce qui lui a permis de démontrer une chose qui est une des dimensions, je dirais, de la transposition didactique, c'est le fait que quelquefois, on invoque les théories, des théories linguistiques et psychologiques comme un moyen
qu'il appelle lui idéologique, c'est une citation d'Henri Besse, pour imposer des pratiques qui peuvent être en fait d'une autre origine, ce qui est le cas en tout cas en ce qui concerne les exercices structuraux. Alors, je vais passer immédiatement à mon deuxième point, qui est la question, et nous faisons un bond dans le temps, pourrait-on dire, puisque là nous sommes dans les années 50, nous sommes passés des années 20 aux années 50, et nous arrivons aux travaux plus contemporains. Effectivement, à partir des années 70, apparaît dans la réflexion en linguistique, je dirais, de l'acquisition, et en didactique, ce que j'ai tenté de montrer, un nouveau champ de recherche qui est la recherche sur l'appropriation des langues étrangères, qui vise essentiellement à décrire la dynamique des connaissances linguistiques transitoires des apprenants. Alors c'est très important parce que, en un sens, c'est très important comme déplacement, parce que jusque-là, on s'était guère intéressé à ce que faisait le malheureux l'apprenant de langue. D'ailleurs, le terme même d'apprenant de langue va acquérir une certaine place dans la réflexion didactique. Et ce déplacement va conduire également donc à… Autrefois, en quelque sorte, on regardait l'apprenant, on faisait plutôt la taxinomie des erreurs des apprenants, et dorénavant, on va être intéressé par son parcours, par sa trajectoire de développement en langue étrangère. Ce petit schéma que je vous montre là représente ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est l'époque où va apparaître des travaux autour de l'interlangue, l'interlangue étant constituée à la fois de formules toutes faites, je m'appelle X, d'erreurs, de fautes, mais aussi d'emplois conformes. C'est ce petit système qui va évoluer du stade 1 au stade N, et qui va essayer de s'approcher le plus possible de la langue cible, donc qui va produire. Donc vous voyez là une représentation graphique de ce qu'on pourrait appeler le développement en langue étrangère, et ce développement en langue étrangère qui va beaucoup occuper les réflexions chez les linguistes et chez les didacticiens, puisque tout d'un coup, on va s'intéresser à la mise en place, à la construction des connaissances implicites et explicites chez les apprenants, des connaissances implicites en l'occurrence l'interlangue, mais aussi des connaissances explicites au sens de comprendre comment les méthodes d'enseignement influencent la construction des connaissances implicites chez les apprenants. Donc, cela va conduire évidemment à introduire de nouvelles différences. C'est ici où l'on voit que la réflexion des psychologues et des acquisitionnistes va en quelque sorte nous conduire à imaginer, à nous représenter l'apprenant de façon plus complexe, en distinguant les habiletés, les skills qui sous-tendent sa maîtrise orale et écrite, qui est l'objet en quelque sorte des enseignements, des connaissances qu'il va se construire et de sa capacité à les mettre en action, de moment approprié. D'une part, donc on apprend à distinguer les connaissances implicites et explicites de l'apprenant, et par ailleurs, on commence à réfléchir davantage à l'idée qu'il pourrait y avoir des enseignements. J'ai utilisé le terme instruction en français, évidemment, parce que c'est un terme qui est très courant dans la recherche de langue anglaise, les activités d'enseignement implicites et explicites, et beaucoup de réflexions dans ce que je vais vous dire par la suite vont tourner autour de l'idée de la façon dont les enseignements explicites et implicites influencent les connaissances implicites et explicites constituées chez l'élève. Donc, c'est cette problématique-là qui va se mettre en place, qui est une problématique très différente, comme vous le voyez, de la problématique sur les exercices structuraux comme méthode pour construire des fusions entre forme et sens, et une mémorisation des formes et des sens, de ces signes. Ici, le rapport apparaîtra un peu plus complexe. C'est ce que montre bien le petit tableau que je vous montre là, où on voit que des connaissances implicites de l'élève, qui peuvent être aussi assimilées à des connaissances automatisées,
à des savoir-faire procéduraux, lesquels savoir-faire procéduraux peuvent soit être produits par un apprentissage incident, c'est-à-dire indirect, à l'occasion d'eux, soit par un apprentissage inductif, c'est-à-dire en regardant des exemples, hein, les exemplars, comme disent les anglophones, et en déduisant quelque chose. Et les connaissances explicites sont celles qui sont sans doute plus contrôlées. Ce sont des savoirs déclaratifs, comme les règles de grammaire par exemple. Ce sont des apprentissages intentionnels et des résultants d'enseignement intentionnels et peuvent être des apprentissages déductifs, qui résultent par exemple de l'application de règles de grammaire que l'on aurait apprises. Alors, c'est autour de cette problématique, de ces différents thèmes, de cette problématique, pourrait-on dire, que va se dérouler une bonne partie de la réflexion pédagogique, enfin didactique et pédagogique, je dirais, en langue vivante, me semble-t-il, dans les 30 dernières années. Alors, cette réflexion va de pair, évidemment, avec une évolution que nous connaissons bien pour les dialecticiens des langues vivantes, qui est l'apparition de la démarche actionnelle, qui est une démarche didactique actionnelle, centrée sur des tâches, démarche qui a été évidemment fortement encouragée par le cadre européen commun de référence pour les langues, qui, à partir des années 2000, exerce, bien sûr un petit peu avant en fait, exerce une forte influence sur la didactique des langues vivantes. Alors, je m'arrête 2 secondes, si vous voulez, dans cette réflexion sur ce petit tableau que j'emprunte à De Keyser, parce qu'il nous permet de comprendre justement ce que j'ai tenté de vous dire jusque-là, c'est-à-dire que si on prend la case inférieure, si on prend la case supérieure, plutôt démarche déductive explicite, c'est ce qu'on fait habituellement l'enseignement grammatical traditionnel habituel, c'est-à-dire on apprend une règle et on met en place des exercices d'application de ces règles. Mais on peut bien sûr également, c'est ce que l'on a aussi fait, découvrir ces règles de façon à partir d'exemples, c'est la démarche dite inductive, et par ailleurs, on peut développer un enseignement implicite, on reviendra sur cette question, qui est un apprentissage plutôt centré sur un apprentissage implicite déductif, centré plutôt sur les formes, c'est-à-dire sur les unités, donc une démarche un peu plus sémasiologique ou une démarche plutôt centrée sur les tâches communicatives que j'appellerais une démarche onomasiologique. Alors on voit bien d'un côté que si je dis sémasiologique, c'est que je mets l'accent sur les formes, sur les signes, et si je dis onomasiologique, c'est que je mets l'accent sur les notions, et nous savons que dans la dernière période, en matière de didactique, en dernière période, ça veut dire à partir des années 90, l'ensemble des outils précurriculaires qui ont été produits, aussi bien le niveau seuil que le CECRL, sont des outils qui ont mis l'accent justement sur l'approche notionnelle. Alors, j'ai repris ce petit tableau de Ellis parce qu'il me paraît intéressant pour comparer les exercices, pourrait-on dire, qui renvoient à cette ancienne méthodologie, enfin ancienne si on veut, plus sémasiologique, c'est-à-dire où la finalité est véritablement le fonctionnement linguistique, centré sur la forme linguistique, on y reviendra à plusieurs reprises dans la suite de ce que je vais dire, tandis que la tâche, elle est plus notionnelle, plus orientée vers la signification, plus notionnelle en un sens. Elle vise des réalisations pratiques, mais bien sûr, une tâche peut aussi avoir éventuellement une signification, je dirais, quasiment une injonction à agir. La tâche n'est pas simplement une tâche forcément uniquement langagière, elle peut être aussi incitative à faire, à réaliser une action, à réaliser un objet, etc. À réaliser une recette de cuisine, que sais-je. Bien. Alors, je dirais ce qui arrive maintenant et qui est la suite et troisième et dernier point de mon intervention, s'inscrit en fait dans la logique de ce qui précède. C'est-à-dire que, fort de cette réflexion que j'ai
parcouru un peu vite peut-être sur l'apparition d'une réflexion en didactique des langues, en acquisition sur la démarche d'apprentissage, les trajectoires d'apprentissage, l'évolution de l'interlangue, et qui conduit à se centrer sur l'apprenant et sur les connaissances qu'il construit, soit par lui-même à travers un apprentissage déductif ou incident, soit à travers l'action de l'instruction par une activité d'enseignement explicite, je dirais aussi bien dans le domaine anglophone que dans le domaine francophone, la réflexion s'est centrée ou s'est focalisée sur des questions de type d'exercice ou type de séquence didactique à mettre en place. Alors, ce que je n'ai pas dit en un sens et que je vais dire maintenant, c'est que cette réflexion à partir des années 70 s'appuie à la fois sur, je dirais, des théories linguistiques différentes. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais on pourrait dire aussi bien des démarches plutôt formalistes que des démarches plutôt fonctionnalistes, et s'appuie bien sûr sur l'émergence, qui est un petit peu antérieure, d'une psychologie cognitive ou cognitiviste, là encore avec des différences entre des psychologues qui sont plutôt, qui adhèrent à une cognition représentée par des symboles, par des représentations liées à une psychologie cognitive symbolique, ou qui adhère plutôt à une psychologie de type connexionniste, où l'approche est évidemment, je dirais, un peu différente de celle qui postule des connaissances innées. En tout cas, ce que je veux dire, je reviendrai peut-être dans la discussion là-dessus, à partir des années 70, apparaît dans le champ de la réflexion linguistique et évidemment en didactique des langues vivantes étrangères, une réflexion également sur le type de référence cognitive que l'on peut avoir. Et dans ce que je vous présenterai, on pourrait dire que l'impact d'une psychologie cognitive connexionniste, c'est-à-dire, je dirais, plus proche de l'usage et plus proche d'une démarche empirique, est assez prégnante. Je vous dis cela parce que, bien entendu, je présenterai dans cette dernière partie, pour ce qui est des travaux francophones, des travaux qui sont plutôt de type socio-constructiviste, qui sont aussi des travaux qui sont fondés dans le fond sur une démarche cognitive, mais beaucoup plus socio-constructivistes, et j'y reviendrai, qui font donc davantage appel je dirais, à une tradition vygotskienne. Alors, la diapositive que vous avez sous les yeux met en place justement, montre effectivement dans le domaine anglophone cette tripartition ou ces trois grands types de discours instructionnels qui vont apparaître. La forme d'instruction qui met l'accent plutôt sur des unités de la langue, donc une approche sémasiologique que les anglophones appellent focus and form. Les démarches pédagogiques ou didactiques d'enseignement qui se caractérisent par une focalisation sur la signification, approche onomasiologique, c'est-à-dire focus on meaning, et enfin les démarches qui favorisent plutôt un intérêt pour les formes linguistiques et leurs variations, ce que Michael Lang a appelé focus on forms, d'où les trois sigles un peu barbares qui vous apparaissent. Alors, ces trois notions vont avoir, cette triple distinction a un certain intérêt dans les réflexions didactiques en langue anglaise, comme vous allez le voir dans la diapositive qui va suivre, celle-ci, que j'emprunte à Rod Ellis, qui est un linguiste et didacticien anglais assez prolifique, qui montre bien, par exemple, ici, la différence que l'on pourrait faire entre une instruction, c'est-à-dire un enseignement implicite qui serait fondé sur des formes ou des formes, c'est-à-dire
qui serait de type sémasiologique, soit en se centrant sur des régularités formelles, soit la diversité des formes, et puis une instruction explicite qui serait aussi de type sémasiologique. Alors, si vous parvenez à lire les différents éléments de son tableau, on voit bien que dans un cas, on n'a pas de recours dans l'enseignement implicite aux métalinguistiques, c'est la 4e case, tandis que dans la démarche implicite, on aura recours à la terminologie métalinguistique, que dans un cas, on favorisera plutôt les activités communicatives et dans l'autre cas, les activités explicitement métalinguistiques, c'est-à-dire donc dans le fond une réflexion sur les formes de grammaire, des règles de grammaire. Bon, on retrouve là évidemment des notions qui sont connues des didacticiens de langue française, mais qui ici sont formulées un petit peu différemment, et c'est l'intérêt évidemment de regarder ces travaux. Alors, ce tableau de Catherine Doughty n'est pas très lisible, je m'en excuse, ça aurait pu être un peu mieux, mais peut-être qu'à l'occasion, quand vous regarderez le document de plus près, vous le verrez. Mais ce que fait Doughty, en fait, c'est d'essayer de classer dans les différents types d'activités que l'on pratique dans la classe, ceux qui relèvent plutôt d'une démarche en termes de focalisation sur le sens, des démarches c'est la première colonne, la première ligne plutôt, par rapport aux démarches qui sont plus sémasiologiques, c'est les dernières colonnes. Alors, cette typologie a simplement, ce classement a simplement pour intérêt d'essayer de mettre en forme les différentes propositions méthodologiques qui sont disponibles. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit très lisible pour vous et je vous prie de m'en excuser. Je vais un petit peu avancer le temps passant vers ma conclusion, mais avant cela, je vais vous présenter bien sûr les travaux de langue française et je reviendrai sur l'ensemble de ce 3e point. Alors, en langue française, j'ai choisi de m'arrêter sur le travail de l'école de Genève, pourrait-on dire, représenté ici par l'ouvrage de Dodds et Schnövely pour enseignement de l'oral. L'école de Genève, c'est-à-dire l'école qui s'est construite autour de Jean-Paul Broncard, a exercé une grande influence en matière de didactique du français langue maternelle en France aussi bien que dans d'autres pays francophones, mais elle a aussi, je dirais, exercé une certaine influence en matière de didactique du français langue étrangère. L'ouvrage de Courtillon, par exemple, Janine Courtillon, y fait une allusion. Bon. Alors, derrière le travail de Dodds et Schnövely, se trouve évidemment une référence à au socioconstructivisme qui caractérise l'approche psychologique de Vygotsky, que l'on pourrait résumer d'une formule simple, enfin simple si on veut, qui se trouve dans la pensée et le langage, l'ouvrage Préceptes de Vygotsky, qui est l'idée que l'apprentissage précède le développement. Alors, cette formule mérite d'être commentée et très bien illustrée par Dodds et Schnövely. L'apprentissage précède le développement dans la thèse, dans les réflexions de Vygotsky. Cela veut dire que l'apprentissage, dans le cadre d'un accompagnement, donc l'apprentissage dans le cadre d'un tutorat, précède, sous la forme accompagnement sous la forme d'une tutelle, hein, pourrait-on dire, cet apprentissage donc précède le développement. Le développement ici veut dire l'acquisition. Dans le fond, cela veut dire que on pourrait le formuler autrement. L'apprentissage, c'est-à-dire l'enseignement éventuellement explicite, précède son intériorisation, c'est-à-dire son acquisition implicite. Alors, c'est ce qui est derrière le travail de Schnövely et Dodds que je voudrais maintenant illustrer. Ils travaillent sur l'oral et leur thèse ils énoncent 3 thèses en quelque sorte, qui est de dire d'une part
quand on travaille sur l'oral formel, il est nécessaire de codifier, de travailler de façon organisée et codifier cette expression formelle. Il faut mettre en place, il ne faut pas compter simplement sur l'apprentissage incident, c'est-à-dire l'apprentissage occasionnel, indirect, non intentionnel, mais il faut bien mettre en place des démarches explicites et transmissibles. Et donc, il prône la mise en place de séquences didactiques. Et pour mettre en place ces séquences didactiques en matière de l'oral, il pose deux principes. D'une part, qu'il est nécessaire d'articuler systématiquement communication et structuration, cette formule un peu elliptique ou absconse veut dire simplement, il ne faut pas simplement se contenter de la communication de l'activité simplement interactive, mais il faut aussi organiser de façon implicite ou explicite une structuration de ces connaissances. Et leur deuxième thèse, c'est de dire, dans le cas de l'apprentissage de l'oral, par exemple, il faut faire de l'activité langagière le point de départ et l'objet de la structuration. Il s'agit là non pas d'apprendre les mathématiques ou la géographie, mais bien d'apprendre à communiquer de façon formelle à l'oral. Alors, ceci est représenté dans leur... ils définissent donc la séquence didactique, de la façon suivante. C'est un ensemble de... C'est une notion qui est connue de beaucoup de didacticiens, au moins de français langue maternelle, et sans doute de français langue étrangère et des professeurs de langue vivante également, un ensemble de périodes scolaires organisées de manière systématique autour d'une activité langagière, exposé, débats publics, lectures, etc., qui sont donc les activités d'oral formel visées dans le cadre d'un projet de classe. Et nous savons, c'est une des difficultés aussi de la séquence didactique, qu'une séquence didactique peut se dérouler sur plusieurs séances, donc peut-être plusieurs semaines. Alors, c'est ce qu'il représente, évidemment, dans un petit schéma que j'ai reproduit un peu maladroitement. Il s'agit de mettre en place une série d'ateliers. C'est aussi une séquence, bien entendu. C'est comme une séquence de développement et on peut espérer qu'à chacun des moments, dans chacun des ateliers, sera acquis d'une façon ou d'une autre, ou seront acquises d'une façon ou d'une autre, des connaissances qui vont s'additionner, s'accumuler pour arriver à la production finale. Bien. Alors, donc, ça me permet, là, je crois qu'il me reste environ 4 minutes, ça me permet, après ce troisième point, d'essayer de tirer quelques leçons de ce que je viens de vous exposer. J'ai tenté dans cet exposé, donc dans le fond, de vous montrer 3 moments qui sont distincts dans le temps. Le moment des exercices structuraux, avec une psychologie et des références psychologiques qui sont où l'apprentissage est considéré plutôt comme une association, comme la formation d'habitude, à des moments plus contemporains, à partir des années 70, où dorénavant on considère que l'apprenant est un acteur de son apprentissage, non seulement un acteur social, ce qui est une autre question que je n'ai pas abordée ici, mais aussi un acteur cognitif, que cet acteur cognitif va mettre en place des connaissances qui seront implicites, mais qu'il pourra éventuellement expliciter, et que ces connaissances implicites et explicites qu'il va mettre en place se feront sous l'effet d'interventions extérieures implicites ou explicites. C'est le sens des différents sigles que je vous ai présentés tout à l'heure, notamment dans la tradition américaine, enfin de langue anglaise en tout cas. Donc, ce que j'ai tenté de vous montrer, c'est comment ces travaux sur les recherches linguistiques et psychologiques nous aident à conceptualiser différemment l'enseignement et l'apprentissage des langues, avec à la fois des phénomènes de structuration, mais aussi d'idéologie dans le cas des exercices structuraux, mais aussi de l'interlangue, parce qu'il n'est pas dit que la notion d'interlangue ne donne pas lieu à quelques dérives quelquefois. C'est donc la première chose que je voudrais vous dire. La deuxième chose, c'est que dans le fond, j'ai tenté de vous montrer comment l'évolution des connaissances en matière psychologique et linguistique ont conduit à entrevoir différemment
à concevoir différemment, ou à conceptualiser différemment la, ce qu'est l'apprenant de langue et ses activités et la construction de ses connaissances. Et enfin, la troisième chose que je voulais vous dire, qui sera la dernière de mon intervention, c'est de dire que, évidemment, la conception, les travaux de langue, les travaux que je vous ai exposés ici montrent bien comment, dans le fond, des recherches linguistiques et cognitives ont un rapport assez complexe, un peu indirect, on le voit bien, avec les pratiques didactiques et les discours instructionnels. Donc, c'est le message que je voulais vous transmettre. Donc, je crois qu'il est temps que je m'arrête et je vous remercie. Merci beaucoup, pardon, merci beaucoup Daniel pour cette présentation dans laquelle tu as essayé de reprendre une partie historique tout en essayant de l'inscrire dans les actualités didactiques en faisant notamment référence aux cadres européens. Je fais un point sur les questions. Juste pensez bien à utiliser l'onglet qui se situe en bas à droite de votre écran, notamment si vous voulez poser des questions. Voilà, vous avez qu'à cliquer sur l'onglet et saisir la question que je reprendrai. De mon côté, il y a plusieurs choses, si je peux me permettre, en attendant les questions, plusieurs choses notamment autour de l'interlangue et quelque chose que tu as évacué assez rapidement sur la fin. Tu parles de dérives de l'interlangue. Tu disais qu'il y avait des dérives de l'interlangue. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus et même plus largement d'autres questions auxquelles j'avais pensé quand je t'écoutais parler notamment de cette notion, le rôle de l'explicite et de l'implicite dans l'évolution de l'interlangue ou sa fossilisation? Parce que tu as parlé de l'instruction pédagogique, finalement, comment l'action de l'enseignant, d'une manière explicite ou implicite, agit ou pas sur cette interlangue. Donc, pour revenir sur la fin de ton intervention, quand tu parles de dérive interlangue, qu'est-ce que tu avais en tête? Et deux, finalement, le rôle de l'implicite et explicite sur l'interlangue. Oui, oui, oui. Oui, je suis allé assez vite parce que je voulais rester évidemment dans le temps. Et puis parce que ce qui m'intéressait, évidemment, c'est pas pour me justifier, mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer les mécanismes généraux plutôt que de rentrer dans le détail, parce que évidemment chacune de ces questions mériterait, et ça a été le cas d'ailleurs, de mériterait des développements plus importants. Il existe des articles qui traitent de ces questions. J'ai d'ailleurs joint à une bibliographie à cet exposé qui est quelque part, je ne sais où. Bon, alors pour répondre à la question, je commence par la question de la dérive de l'interlangue. Évidemment, la découverte de l'interlangue est une chose très importante pour les chercheurs en acquisition des langues étrangères, puisque jusque-là, ils travaillaient plutôt dans le cadre de l'analyse des erreurs et étaient occupés et ils le font toujours d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas faire autrement en un sens, étaient occupés à recenser des erreurs, à faire des taxidomies d'erreurs. C'est une très vieille pratique qui remonte, je crois, quasiment au XVIe siècle, qui est l'histoire des cacographies et des cacologies. On en faisait depuis fort longtemps, on en fait depuis fort longtemps, du moins dans la tradition française. Donc, on relevait des erreurs et éventuellement on attribuait les erreurs à l'influence des langues connues antérieurement. L'interlangue est une belle découverte au sens où là, on voit bien que l'apprenant construit un système qui est sa connaissance intermédiaire et que ce système évolue et que ce système comprend des formes correctes et des formes incorrectes. Bon. Alors là, évidemment, dans le cadre de l'enseignement des langues, l'enseignement scolaire des langues, on souhaite pouvoir évidemment intervenir sur cette évolution qui se fait dans tous les cas, mais qui se fera plus ou moins bien. Moi, j'ai beaucoup travaillé, comme tu le sais peut-être, avec des travailleurs marocains apprenant le français, qui arrivent à communiquer bien, mais en un sens, ils n'acquièrent pas, par exemple, l'oral formel dont parlaient nos amis Dols et Schnevely, c'est-à-dire qu'évidemment,
il y a une espèce de... ils sont à l'aise dans la conversation ordinaire, plus ou moins à l'aise, mais ils n'arrivent pas toujours, hein, c'est pas impossible, mais ils n'arrivent pas toujours, sans instruction, à acquérir l'oral formel, par exemple. Donc là, on peut intervenir évidemment sur l'évolution de l'interlangue. La question qui se pose, et qui est un débat pour les chercheurs, donc c'est un débat qui est en cours. Après, je reviendrai 2 secondes sur l'usage idéologique ou de l'interlangue, mais le travail est en cours de savoir où peut-on intervenir. Alors, pour ma part, je pense qu'il y a des apprentissages qui permettent d'alimenter l'interlangue, donc qui sont des acquisitions incidentes, qui sont des acquisitions implicites et sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Donc tout n'est pas à enseigner, tout n'est pas enseignable. Par contre, il y a des domaines où on peut tout à fait intervenir et où on peut enseigner, mais nous savons bien sûr que entre l'enseignement de façon explicite, c'est-à-dire par une forme de savoir déclaratif, et son intériorisation pour que cela devienne un savoir procédural, c'est un processus extrêmement long, nous savons tous, parce que nous avons tous, je sais pas, appris à conduire des voitures et avoir entendu des règles énoncées par le moniteur d'auto-école que nous n'avons pas toujours immédiatement traduit dans notre corps, par exemple, hein, pour donner cet exemple. Donc là, ce travail entre intervention explicite ou implicite, encore une fois, hein, d'où la réflexion sur focus on form, focus on forms, focus on meaning, et puis la construction interne est un travail de didactique, et en un sens, la séquence didactique que j'ai présentée, pratiquée par l'école de Genève et par bien d'autres aujourd'hui, est une façon de répondre à la même question. Maintenant, une petite seconde juste sur les dérives concernant l'interlangue. C'est vrai que quelquefois, je dirais, on emploie le terme interlangue de façon un peu banalisée, en regardant simplement l'interlangue comme étant une liste d'erreurs. Hein, c'est dans ce sens-là que je dirais il y a un usage dévoyé de la notion d'interlangue. La notion d'interlangue est plus intéressante parce que, en fait, elle désigne l'activité constructive des apprenants et que cette activité constructive, comme cela est apparu, je pense, elle est issue non seulement d'un apprentissage intentionnel, mais d'un apprentissage implicite. Donc, je fais partie des chercheurs qui considèrent, donc ce sont plutôt des chercheurs de type connexionniste d'ailleurs, je considère que l'apprentissage incident, l'apprentissage par l'usage est tout aussi important que l'apprentissage intentionnel, pourrait-on dire, hein, par ailleurs, et d'autre part, je suis un petit peu aussi vigotien parce que je crois beaucoup à l'idée que la tutelle, hein, le guidage dans une zone de proche développement ou de développement, moi je dis zone de proche de développement plutôt que zone de développement proximal, que ce guidage-là est très important, hein, également. Et donc c'est l'idée effectivement que l'apprentissage précédera l'acquisition ou le développement et la traduction que l'on a donnée du texte de Vygotsky. J'étais un peu long. Pas de souci, c'était suffisamment clair pour, je pense, que tout le monde puisse saisir la notion d'interlangue parce que c'est quelque chose d'important sur lequel, en effet, on est amené qu'on est amené à rencontrer dans les lectures diverses. Il y a eu quelques questions entre-temps, et notamment une peut-être qui peut avoir une réponse assez simple. Est-ce que tu as connaissance d'études sur l'acquisition sur l'interlangue, en gros les travaux que tu as évoqués dans le domaine anglophone et francophone, mais qui sont en lien avec la langue espagnole? Est-ce que tu as connaissance de travaux sur l'acquisition dans le domaine de la langue espagnole? Oui, bon, évidemment, je dirais, il y a moins de travaux dans le domaine de l'acquisition de l'espagnol, langue étrangère, hein, donc il y a nettement moins de travaux, mais il en existe. Alors, la difficulté pour un didacticien des travaux,
sur l'acquisition, j'ai moi-même un peu écrit là-dessus, c'est qu'évidemment, pour accéder à ces travaux, qu'ils soient sur le français langue étrangère, l'anglais langue étrangère ou l'espagnol langue étrangère d'ailleurs, bah, il faut en quelque sorte traverser l'obstacle de la formalisation théorique. Hein. Alors, il se trouve que pour l'espagnol, les principaux travaux que je connais sont des travaux qui ont été faits dans le cadre génératif. Donc, si on n'est pas générativiste, on a un peu de mal. Il y a moins de travaux qui sont des travaux de type fonctionnaliste sur l'acquisition de l'espagnol langue étrangère, mais il en existe. Donc, si on m'écrit, je fournirai les éléments, mais oui, oui. Alors, on pourrait dire que l'acquisition de l'espagnol, en milieu scolaire notamment, est moins bien étudiée que l'acquisition de l'allemand langue étrangère. En allemand, pour ce qui est de l'allemand langue étrangère, je connais au moins 2 ou 3 fort belles thèses, dont certaines que j'ai dirigées moi-même, évidemment, sur l'acquisition de l'allemand en classe de langue, hein, notamment une thèse de Catherine Fels qui est magnifique, mais il y en a d'autres. Rita Carroll, que je n'ai pas dirigée, a aussi fait une très belle thèse sur l'acquisition d'allemand, etc. Donc il y a beaucoup de travaux sur l'acquisition d'allemand, pour ce qui est de l'anglais également, évidemment, mais moins évidemment sur l'espagnol, et encore moins évidemment sur ces nouvelles langues étrangères très populaires comme le chinois, mais il y en a sur le chinois langue étrangère, voire sur le japonais langue étrangère. Donc il y a une bibliographie disponible, si on m'écrit, je transmettrai. D'accord, je pense qu'on pourra transmettre ton adresse mail à la personne concernée. Une autre question, je pense qu'on a le temps peut-être pour 2 questions selon le temps dont tu as besoin pour répondre. Mais il y a une question notamment sur bref, alors. Ou certaines sont plus compliquées, hein. Mais notamment celle sur la place de la métacognition dans les apprentissages des langues. La personne en l'occurrence dit que finalement, elle se demande si on ne met pas trop l'accent sur les connaissances explicites, comme celle portant sur les règles grammaticales. Oui, je pense que l'équilibre, alors, je te donnerai une première référence que je n'ai pas mentionnée ici, mais je signalerai d'abord, pour être rapide justement, hein, que le CNESCO a organisé une conférence de consensus sur l'enseignement des langues vivantes, qui a eu lieu en 2019, si je me souviens bien. J'y ai participé. Une partie de ce que j'expose vient de ce que j'ai dit à cette conférence, d'ailleurs. Et donc, j'invite à aller regarder cette conférence de consensus qui est disponible sur l'Internet et qui est évidemment extrêmement riche. Hein. Donc, il faut se référer à cela et notamment, on y trouvera des réponses à la question du rapport entre explicite et implicite. Mais pour aller vite, encore une fois, je dirais que, bien sûr, il est nécessaire, je crois, d'avoir un enseignement explicite, y compris un enseignement explicite de type métalinguistique, pour un certain nombre de fonctionnements. Il y a des fonctionnements qui ne pourraient pas être acquis autrement. Ce sont forcément quelquefois des enseignements, des informations qui demandent à être automatisé. Je pense par exemple, un exemple très simple, d'une part, par exemple, aux déclinaisons en allemand, aux déclinaisons en anglais, aux déclinaisons et conjugaisons en français. Donc là, il faut bien qu'il y ait un enseignement explicite, sinon ça ne sera jamais mémorisé correctement. Et l'exemple justement de l'apprentissage sur le tas, hein, par contact, le montre bien, hein, que ce soit quand on étudie des Gastarbeiter allemands que les travailleurs migrants en France, on voit bien que la morphologie, et si je m'étudie moi-même en tant qu'apprenant par contact de l'arabe, je vois bien qu'une de mes difficultés majeures, c'est la morphologie. Hein. Donc je peux parler arabe dialectal, mais je fais d'énormes erreurs de morphologie et il faut apprendre. Là, c'est un lieu nécessaire. Mais évidemment, je dirais, il faut trouver un équilibre entre enseignement centré sur les formes, donc enseignement explicite, métalinguistique, et enseignement centré sur les significations. Il y a un pédagogue canadien qui s'appelle Roy Lister, qui a proposé une pédagogie du contrepoids qui est assez intéressante dans ce domaine. Ok, merci. Certainement la dernière question qui
permet aussi une ouverture qui fait une sorte de transition une transition de passerelle entre ton expérience. Alors, si je ne me trompe pas, quand tu évoquais le projet dans lequel tu étais impliqué avec les migrants marocains, dans lequel, si je ne me trompe pas aussi, Marité Vasseur, pardon, était impliquée, ça pose la question finalement de l'enseignement du français ou des langues étrangères aux migrants. D'accord. La question qui se pose aujourd'hui à l'école, c'est notamment la scolarisation des élèves allophones. Et la question finalement qui est posée, c'est comment aborder le plurilinguisme avec des élèves allophones à partir des conceptions là, que tu as présentées, ce qui pose, moi je me permets un prolongement, ce qui pose aussi la question des cultures éducatives, c'est-à-dire tout le rapport antérieur à l'enseignement sur la place de l'implicite et de l'explicite pour revenir sur les notions que tu as développées, et de l'enseignement des langues ou du plurilinguisme. Je ne sais pas si on enseigne véritablement le plurilinguisme, mais aux élèves allophones. Mais c'est une question extrêmement vaste. Je voudrais dire, pour un peu circonscrire mon propos était bien sûr répondant à l'invitation des organisateurs historiques et épistémologiques, et j'ai choisi une petite question qui est la question, petite si on veut, de l'implicite et de l'explicite, hein, qui est un débat récurrent, je dirais, en didactique. Maintenant, la question qui est posée ici concernant le plurilinguisme ou concernant la formation des élèves est une question extrêmement vaste qui dépasse, je dirais, en un sens, la question que j'ai traitée. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que dans le fond, l'observation justement des gens qui apprennent par contact, qu'ils soient travailleurs étrangers, enfin travailleurs, hein, j'insiste sur le côté ouvrier, on va dire, ou qu'ils soient des cadres, par exemple, on voit bien que on peut apprendre des langues. Bien sûr, nous avons la capacité d'apprendre uniquement de façon incidente et uniquement par communication. Mais on doit dire que cette méthode est une méthode qui est lente, elle prend du temps, hein, et elle peut laisser des zones qui seront fossilisées. C'est le terme que tu employais à un moment. L'intérêt de l'enseignement organisé, c'est de faire gagner du temps, en un sens, dans certains domaines, en sachant que tout n'est pas enseignable. Alors, maintenant, s'il s'agit d'élèves plurilingues, on pourrait dire que les élèves plurilingues, et ça a été montré par beaucoup de gens, sont en principe des élèves qui sont mieux disposés à apprendre les langues étrangères. Hein. C'est je dirais, le fait d'avoir déjà pratiqué certaines compétences dans une autre langue que la langue cible doit leur permettre, en quelque sorte, d'accélérer leur processus. Hein, c'est une chose qui a été montrée par beaucoup de travaux, par Cummins, par exemple, et puis qui a été montrée de nouveau, je dirais, en langue française, par Isabelle Nocus. Et je m'arrêterai 2 secondes sur l'expérience d'Isabelle Nocus, qui est assez remarquable. Elle a montré que des élèves kanaks, hein, qui parlaient une langue kanak, il y a 27 langues en Nouvelle-Calédonie, que des élèves kanaks qui apprenaient donc une langue kanak, le nom de cette langue m'échappe, avaient de meilleures performances. Donc, ils apprenaient cette langue kanak en maternelle, langue qu'ils ne parlaient pas forcément dans le milieu d'origine, qu'ils parlaient plus ou moins, mais qui était en tout cas dans leur environnement et qui appartenait à leur culture de vie, sinon d'apprentissage, que de développer cet enseignement-là, donc d'acquérir dans ce domaine ce qu'on pourrait appeler les BICS, c'est-à-dire les Basic Intercommunicative Skills, leur permettait d'apprendre le français, la littératie en français, de meilleure façon que des élèves qui n'avaient pas été exposés à un tel apprentissage de la langue première. C'est une remarquable démonstration de ce que Cummins a également dit, c'est-à-dire que, mais c'est en français, donc c'est encore plus accessible, pourrait-on dire, c'est que si on développe au moins la communication initiale en langue première ou dans la langue connue, voire si on acquiert des bases de littératie dans la langue première, on n'en sera que meilleur en langue étrangère. Alors bien sûr, ça suppose ça n'exclut pas d'avoir une pédagogie où l'on va intervenir à la fois de façon déductive et inductive pour employer la démarche de Kaiser,
de façon explicite et de façon implicite, et de produire des occasions d'apprentissage incident. L'apprentissage incident peut se produire quand on fait un jeu, par exemple, dans la langue étrangère, et des apprentissages explicites quand on apprend à une règle de grammaire ou quand on découvre collectivement une règle de grammaire. Voilà, donc c'est un peu long, mais voilà. Non, je pense que tu as amené les éléments nécessaires par rapport à la question qui, en effet, était beaucoup plus vaste que la thématique que tu avais abordée dans ta conférence. Merci beaucoup, Daniel, pour ton intervention. Et avant de clôturer évidemment cette conférence, je te remercie chaleureusement pour cette riche intervention. Et je remercie également le public pour leur participation ou sa participation. Et il ne me reste plus qu'à vous rappeler que la prochaine conférence concernera la didactique des mathématiques. Elle sera réalisée par Evelyne Barbin, professeur émérite en épistémologie et histoire des sciences de l'IREM des Pays de la Loire et laboratoire de mathématiques Jean Leray, Université de Nantes. Et son intervention aura lieu le vendredi 13 mai à 16h30. La participation, comme pour celle-ci, est gratuite, mais il faut également vous inscrire en allant sur le site du réseau des INSPE. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et encore une fois, merci beaucoup Daniel pour ta conférence. Au revoir et bonne fin de semaine. Merci Ibrahim, merci à tous. Au revoir et à bientôt donc.